Un homme sexiste peut-il devenir féministe ? Et puis ça veut dire quoi être un homme féministe ? Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe comme aujourd'hui, ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Thomas Messias du podcast Mansplaining pour parler de masculinité, de se déconstruire en tant que mec et trouver sa place dans le féminisme. Salut Thomas. Salut. Alors je te présente en 10 secondes, tu es prof de maths le jour, tu es journaliste et podcasteur pour Slate la nuit. Tu dois avoir des grosses journées. C'est vrai. Tu as créé le podcast Mansplaining où tu explores la, ou plutôt les masculinités en tant qu'homme blanc, cisgenre, hétéro, souvent à travers des films, parce que tu es passionné de cinéma, et surtout où tu te remets en question. Donc voilà quelques exemples de sujets dans ton podcast pour vous donner une idée. Ça peut être la parité dans Top Chef. Est-ce qu'il faut vraiment être un bad guy pour séduire ? Le sexisme et l'homophobie dans le foot, mais aussi les liens entre la calvitie et la virilité, parce que les gens qui nous regardent sur YouTube voient qu'effectivement, tu n'as pas de cheveux, ou entre le porno et la virilité. Bref, je suis ravi de t'inviter, parce que on n'est pas beaucoup à créer du contenu pour faire avancer l'égalité femmes-hommes, donc je suis trop content de t'avoir. Merci de m'avoir invité, je suis ravi aussi. Avant de commencer, je voulais préciser que y a un tiers d'entre vous qui êtes des mecs, donc parler masculinité, ça risque de vous intéresser, et aussi évidemment aux femmes. Moi, quand j'ai décidé de parler de féminisme sur Soif de Sens, c'était évident de commencer par donner la parole à des femmes qui subissent le sexisme et le patriarcat, et voilà, c'est les principales concernées et on les invisibilise. Mais maintenant que j'en ai interviewé une dizaine, justement, je suis trop content et curieux de t'interviewer en tant que premier invité homme pour parler de féminisme, mais aussi de masculinité. Pour commencer, tu racontes que tu avais une bande de potes où plus un mec se comportait, selon tes mots, de manière dégueulasse avec les femmes, plus il était valorisé, et qu'un jour tu leur as présenté ta copine. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé ? Ouais, alors ça c'était ça commence à dater, ça devait être en 2004 ou 2005, 2004 je crois, oui c'est ça. Okay. Effectivement j'avais une bande d'amis, on était étudiants, tout se passait bien, c'était surtout des garçons avec quelques filles qui en périphérie dirons-nous du groupe, et un jour je leur présente ma petite amie de l'époque qui était quelqu'un d'assez à la fois timide et introverti. Je fais la différence entre les deux, mais elle était vraiment les deux, donc quelqu'un de réservé, qui avait un peu du mal à s'ouvrir aux autres parfois, les gens qu'elle connaissait pas. Et ce soir-là, soirée détendue, barbecue, tout ça, quelques-uns de ses amis, avec des guillemets en fait, se sont dit qu'ils allaient lui faire passer une sorte de test d'entrée, pour voir si, entre guillemets, elle était digne de moi ou digne de rentrer dans ce groupe. Voilà. Okay. Et ils l'ont soumise à tout un tas de questions, beaucoup liées au sexe. Mais voilà, première fois qu'ils la rencontrent, et ils lui ont posé des questions sur sa vie sexuelle, sur la nôtre, sur ses expériences. Voilà. Et moi, j'étais assis à côté d'elle. Ouais, de façon très intrusive, mais toujours avec le sourire, d'un air détendu, en buvant un coup à côté et tout. Moi, j'étais là, en plus, j'étais assis à côté d'elle. Et j'ai bien senti, puisque évidemment forcément je la connaissais assez bien, et mieux qu'eux, j'ai senti qu'elle était pas à l'aise. Ouais. Et en même temps j'ai senti qu'elle voulait pas se dégonfler et qu'elle voulait répondre parce qu'elle sentait qu'elle était en train d'être testée. Et en tout cas, j'étais un peu mortifié intérieurement, mais ce soir-là je n'ai pas bougé, je n'ai pas dit un mot. Je l'ai laissée se débrouiller toute seule. L'idée c'était de se dire que c'était pas si grave. Et puis l'idée c'était aussi de se dire que, alors il y a un chat qui faut que tu descends. Ça va, s'il fait pas de bruit, ça dérange pas. Ouais, ça dépend. L'idée, c'était de se dire que c'était pas si grave, et que c'était juste un moment comme ça, que c'était une petite intronisation bon enfant. Et puis l'idée aussi, c'était que, même si ça je me rendais pas forcément compte à l'époque, c'était que je voulais pas passer pour le mec coincé ou le rabat-joie de service qui dit à ses potes mecs que vraiment ils sont trop lourds et qu'il faut pas se comporter comme ça avec des filles, que ça se fait pas. Donc j'ai préféré me dire qu'il suffisait que je serre les dents, qu'elle serre les dents aussi, et puis que ça serait passé. Ouais, plutôt que de prendre sa défense. Voilà. En même temps, elle comme toi, j'imagine que, surtout elle, t'es pris de court et tu te rends pas compte sur le moment que ça se fait pas de demander à quelqu'un la première fois que tu le rencontres, c'est quoi tes pratiques sexuelles et... Pris de court, oui, mais en fait, par exemple, je me rappelle du chemin du retour en voiture, où en fait, elle m'a exprimé son malaise. Enfin, le malaise de cette soirée-là, et j'ai pris la défense de mes amis en disant qu'effectivement c'était juste un
oui, c'était juste un petit bizutage gentil, que c'était des mecs sympas au fond, que c'était pas des voilà, que si elle avait pas eu envie de répondre, elle avait qu'à pas répondre. Voilà, j'ai dit ça de façon très calme et posée, mais clairement, T'as pris j'étais leur en camp, train de quoi. prendre 100% leur défense, Ok. parce que à nouveau, je me rendais pas compte, et puis c'était aussi par une forme de solidarité Ouais. indéfectible à la rencontre. Oui, qui est hyper fréquente en fait. Et bon, en l'occurrence, ça date et on va raconter tout ton changement. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant. Le but, c'est pas d'excuser ce genre de comportement, mais de montrer les mécaniques qu'il y a derrière. Ou bah, des fois, en fait, en tant que mec, on est sexiste pour s'intégrer et pour plaire aux hommes, en fait. Ah oui, mais c'est enfin c'est une très très bonne porte d'entrée, hein, notamment dans les groupes d'amis, mais c'est valable aussi dans plein de milieux professionnels. Ouais. Le sexisme et plus l'homophobie et tout ce qui peut aller avec sont des excellents moyens de créer du lien. Et c'est hyper triste à dire, mais c'est la réalité encore aujourd'hui en 2022. Ouais. Puis tu as décidé de rompre avec ses amis. Comment tu as pris cette décision? Alors ça s'est fait des années plus tard, hein, c'était pas lié directement avec cet épisode-là, même si je pense que celui-là, il a joué tout comme d'autres ont pu jouer. Ouais. En fait, il se passe quelque chose quand on commence à réfléchir aux questions de genre, même si clairement j'avais pas du tout le vocabulaire ni rien, mais c'était une réflexion un peu générale. Quand on commence à se rendre compte qu'effectivement le groupe d'amis ne fonctionne qu'à travers le prisme de la domination masculine, du sexisme, même de l'humiliation entre pairs, parce que dans un groupe d'hommes, il y a des groupes d'amis qui marchent très bien, mais il y en a aussi plein où l'idée c'est de montrer qu'on est le meilleur au foot, le meilleur aux jeux vidéo, le plus gros dragueur, et tout ça permet aussi de rabaisser ceux qui le sont moins. Ouais. Je me suis rendu compte que j'étais pas à l'aise dans ce groupe, que en fait c'était pas du tout à mon image, que ça catalysait ce qu'il y avait de moins bon chez moi. Je me suis dit que c'était vraiment pas une bonne chose de continuer à fréquenter ce groupe, et plus largement d'ailleurs des groupes de garçons, puisqu'il y en a énormément qui marchent sur ce modèle. Donc je me suis d'abord demandé si j'allais pouvoir faire changer les choses un petit peu de l'intérieur. Surtout que c'était quand même des mecs qui étaient pour la plupart qui avaient un certain bagage intellectuel, qui avaient fait des études, enfin qui étaient tout à fait en mesure d'entendre ce genre de choses. Mm. Et donc je pense que j'ai dû essayer 2-3 fois très très brièvement, mais n'étant pas le plus charismatique de la bande ni un leader naturel, ça a été très très peu écouté, et même ça a été un peu raillé, parce que tout de suite effectivement on n'est pas un vrai homme, on est le rabat-joie, on est ci, on est ça. Ouais. Et donc j'ai réalisé qu'en fait, même si ça peut sembler un peu lâche, la meilleure solution c'était sans doute de quitter ce groupe, puisqu'en fait au final, même s'il y avait quelques individualités qui me plaisaient bien, le groupe en lui-même était vraiment quelque chose de néfaste, à la fois pour la société et pour moi-même. Ouais. Alors je l'avais dit en off, mais c'est vrai que moi, j'avais hésité à t'inviter parce que tu as écrit des tweets très violents et très sexistes. Bon, c'était il y a 10 ans. Mais est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Oui, en fait, ça marche un peu sur le même principe. Il s'agit pas, tu l'as dit toi-même, de trouver des excuses, mais d'expliquer des phénomènes. Effectivement, j'ai beaucoup fréquenté Twitter quelques années après sa création, et au début des années 2010, c'était un très bon moyen aussi de faire du lien et de se faire voir, de faire du réseau, etc., etc. Et Ouais. l'une des possibilités pour faire ça, c'était l'humour, parce que les tweets humoristiques sont souvent les plus partagés. Ça marche super bien. Voilà, et l'humour le plus simple à faire, surtout quand on n'a pas vraiment de talent humoristique, c'est l'humour oppressif, donc notamment l'humour sexiste. Et donc, alors que très honnêtement, je pense pas que ce soit ma nature profonde, et ça l'était déjà pas à l'époque, je me suis livré à des tweets assez régulièrement, et je sais que notamment pendant les soirées des Césars, que j'adorais regarder, c'était le moment où je lâchais les chevaux, et c'était le moment où on pouvait dire les pires atrocités sur telle ou telle actrice qui venait remettre un prix ou qui recevait un. Voilà. Et être récompensé par le réseau social qui met en avant Voilà, ses c'est ça. clashs. Et puis avec, encore une fois, ce n'est pas une excuse, mais avec à peu près personne, et même quand je dis à peu près, en fait, personne à l'époque, qui venait me dire, mais attends, ta blague, vraiment, elle craint, ta blague, c'est de la culture du viol, mais pourquoi ce truc sexiste tout pourri, alors que des fois, tu dis des trucs spirituels. C'était considéré un peu plus comme normal, ou en tout cas, on entendait moins, ou les personnes qui étaient un peu plus intelligentes que moi déjà à l'époque, étaient moins susceptibles d'être entendues, et donc souvent, lâcher l'affaire. Donc oui, voilà, j'ai écrit des tweets que je regrette énormément, et en même temps, ils font partie de ma construction, c'est-à-dire que un peu plus tard, et c'était déjà trop tard, puisqu'en fait, en réalité, dans l'idéal, il aurait fallu que ces tweets n'existent pas, mais un peu plus tard,
j'ai commencé à réfléchir et grâce à des discussions que j'avais eues, à des lectures que j'ai pu avoir, et à me rendre compte que l'humour n'est pas neutre et que l'humour il peut faire extrêmement mal et que l'humour c'est une arme de domination et que si comme par hasard la plupart de mes blagues étaient à dominante misogyne, c'était qu'il y avait sans doute pas de hasard, c'est que ça venait de quelque part. Ouais. D'ailleurs, je trouve ça trop intéressant. Ce qui m'a donné trop envie de t'interviewer, c'est justement qu'après Cosette, t'as justement proposé de te justifier, parce que t'écris sur eux. Cosette, c'est un magazine féministe. Ils t'ont proposé de te justifier dans un article qui s'appelle « Peut-on avoir écrit des tweets sexistes et se revendiquer comme allié féministe ?» Ce qui est une vraie question. Toi, qu'est-ce que tu réponds à cette question ? Alors, ce que je réponds, c'est qu'en fait, c'est pas à moi de m'étiqueter. Déjà, les étiquettes, c'est quelque chose de très compliqué. Mais en tout cas, c'est pas à moi de dire si je suis un allié féministe et si je suis un bon allié féministe. Ouais. Il s'avère que à l'heure actuelle, je fais tout ce que je peux, en tout cas très modestement, pour en être un, pour réfléchir et faire réfléchir, pour essayer dans mon quotidien d'être cohérent avec les idées que je défends maintenant. Mais si des personnes, sur la base de ce que j'ai pu écrire, notamment il y a 10 ans, estiment que je suis pas digne de confiance, que je suis pas digne d'être intégré aux luttes féministes, moi je le comprends tout à fait et je le respecte. Il y a des personnes, il y a des militantes qui m'ont déjà exprimé clairement, de façon plus ou moins virulente, le fait que jamais elles auraient envie de travailler avec moi ou d'échanger dans ce cadre-là. Et voilà, je le comprends. Et ça me rend triste d'avoir créé ça, parce qu'évidemment c'est de ma faute. J'aurais aimé avoir une sorte de casier judiciaire vierge à ce niveau-là totalement. Mais voilà, ça fait partie, c'est quelque chose qu'on peut pas totalement effacer et avec lequel au contraire il faut composer. Donc voilà, je respecte. Ouais, c'est tout un débat autour de la pseudo-perfection et en même temps, voilà, il y a des choses qui sont pas forcément pardonnables et enfin, ça dépend vachement de la sensibilité de chacun, Bien sûr. du temps de prescription, et en même temps, c'est génial d'avoir des exemples comme toi qui peuvent donner des idées à plein d'autres mecs notamment, quoi. Moi, je vous conseille vraiment d'aller lire cet article sur cosette.fr. J'ai trouvé vraiment d'une grande justesse où, voilà, t'assumes ta part de responsabilité, même ta pleine responsabilité, ce qui est pas souvent le cas quand un mec fait une connerie sexiste. Et voilà, et après t'expliques comment t'as découvert le féminisme, changé, et puis tu milites depuis des années. Et du coup, moi, ce qui m'énerve ça c'est mon point de vue personnel, mais évidemment, tout le monde n'est pas obligé de l'avoir, mais c'est que quand on juge quelqu'un, on va se focaliser sur un détail au lieu de dézoomer et de voir, ok, mais est-ce que cette personne, elle a fait globalement plus de bien que de mal, si je caricature, mais voilà. Et je trouve ça génial aussi, parce que on est dans une culture qui a des comportements sexistes dégueulasses, et du coup, ça permet en extrapolant, même si ça peut être beaucoup plus violent que juste des tweets, de se dire que ouais, en fait, si ça peut changer au niveau d'un individu, pourquoi ça pourrait pas changer au niveau d'une société, quoi. Et ton podcast s'appelle Mansplaining, justement. Pour ceux qui connaissent pas le mansplaining, tu peux expliquer ce que c'est rapidement, s'il te plaît ? Oui, alors le mansplaining, en fait, c'est un concept, un système qui a été développé par une autrice américaine qui s'appelle Rebecca Solnit, dans un livre qui s'appelle Ces hommes qui m'expliquent la vie, qui est disponible en français. Et elle raconte une soirée dans laquelle un type engage la conversation et lui parle de façon très longuement et lui vraiment de façon très professorale, très paternaliste, et développe des théories et lui parle très longuement d'un livre, vraiment en lui expliquant vraiment qu'il l'a mieux compris qu'elle. Et sauf que le livre en question, c'est elle qui l'a écrite. C'est elle qui l'a écrit, pardon. Donc en fait voilà, il est en train de faire ce qu'on appelle du coup maintenant du mansplaining. Il explique à une femme ce qu'elle sait en fait 1000 fois mieux que lui. Et en plus, il le fait sur un ton condescendant. Et donc le nom du podcast est évidemment se veut évidemment ironique, même si clairement je ne prétends pas pouvoir avec ce podcast apprendre des choses à tout le monde. Il y a des tas de militantes et même de femmes qui ne vont pas apprendre grand-chose sur les oppressions qu'elles subissent ou contre lesquelles elles luttent dans les épisodes dont je parle. Mais moi, mon idée de base, en tout cas, c'était d'essayer de toucher un autre public et notamment de parler à un auditoire masculin principalement, à des gens, pourquoi pas de mon âge, qui eux se sentent beaucoup moins concernés par ces problèmes-là, alors qu'ils sont concernés puisque ils sont au moins une partie du problème. Et justement, comment est-ce qu'on fait pour parler de féminisme quand on est un mec ?
On en parle en essayant de se rappeler à chaque seconde qu'on n'a pas inventé l'eau chaude et qu'on parle de concepts qui ont été théorisés, développés, débattus très très longuement parfois depuis des générations par tout un tas de personnes, des militantes, des penseuses, par des femmes dans leur vie quotidienne, dans leur rassemblement. On essaye de pas tirer la couverture à soi et déjà quand on anime un podcast et qu'on est là un peu voilà, je suis seul entre guillemets à la tête du podcast, donc forcément je suis mis en avant que je le veuille ou non, même si j'essaie de l'être le moins possible. Voilà, on essaye de rester dans sa position d'humble passeur de valeurs, en essayant de préciser toujours qu'on n'en est pas l'inventeur et qu'on est juste quelqu'un qui relaie en fait des contenus, des pensées. Oui, pour moi des signaux rouges que, à mon avis, on évite tous les deux, c'est effectivement de pas. Enfin, je vais le faire dans l'autre sens plutôt. Des bonnes pratiques à avoir plutôt, c'est effectivement de mettre en avant, parler du point de vue situé, expliquer que voilà, nous en l'occurrence, on a tous les deux des privilèges en tant que mecs blancs, hétéros, etc. De mettre en avant le travail d'autres personnes et évidemment des femmes et des féministes. Donc toi, je sais qu'il y a beaucoup d'extraits voire t'invites parfois des féministes. Et oui, et surtout éviter de reproduire les schémas de domination qu'il y a ailleurs, quoi. Mais du coup, c'est vrai qu'à l'heure où les femmes ont 3 fois moins de temps de parole dans les médias que les mecs, comment est-ce que tu arrives à jongler entre la critique que un homme, il doit pas parler de féminisme parce que du coup, il prend du temps de parole aux femmes qui sont les premières concernées, et en même temps, on reproche aux hommes de pas s'engager sur le féminisme, quoi. C'est un vrai c'est un vrai débat et le grand écart est un peu permanent parce que c'est des questions que je me pose sans arrêt et auxquelles j'apporte jamais de réponse définitive. Effectivement, il y a à la fois, même y compris dans les sphères militantes les plus radicales, on va dire, des personnes qui me disent que je devrais laisser ma place à une femme ou pourquoi pas à un homme trans, ou voilà, en tout cas que les hommes cisgenres ont trop la parole et que c'est pas à moi de prendre du temps d'exposition et puis on va pas se mentir la rémunération qui va avec ce podcast. Et puis il y en a d'autres qui me disent que c'est bien et c'est nécessaire que des hommes cisgenres traitent de ces sujets-là parce que il faut montrer que on est concerné par ça, que les femmes, même si elles sont tout à fait capables d'obtenir plein de choses en se battant seules, il faut montrer que les hommes, on est aussi, comme on est une partie du problème, une partie de l'équation, on est la moitié de l'humanité. Si personne se montre concerné par ces sujets-là, je suis pas sûr que ça va avancer très vite. Et puis il y a aussi un phénomène qui m'est décrit très souvent et qui m'effraie un peu, mais que j'ai décidé de prendre en compte. C'est que des auditrices souvent m'écrivent en me disant que les hommes de leur entourage se sont mis à écouter mon podcast. Alors c'est souvent sous l'impulsion d'une femme, effectivement. Elles ont fait écouter à leur frère, à leur mec, à leur père. Et souvent, ils ont cette réflexion que je trouve un peu aberrante, mais qui en même temps existe, qui est de dire c'est bien que ce soit un homme qui nous parle, parce que si ça avait été une femme, j'aurais pas écouté jusqu'au bout. Ouais, on te prend plus au sérieux. Je trouve que c'est un gâchis complet et ça montre le travail qui nous reste à toutes et à tous à accomplir. Mais parce que effectivement, si ces hommes décident de pas écouter les couilles sur la table de Victoire Tuaillon juste parce que c'est une femme qui l'anime, c'est d'une tristesse absolue, parce qu'ils en apprendraient énormément. Et en même temps, mais je me dis utiliser que puisqu'il y a plein d'hommes qui décident de n'écouter que des hommes, il est bien que des hommes parlent du coup. Donc c'est comme ça que je me rassure un peu quand il m'arrive de me dire dans des phases de découragement que effectivement je devrais peut-être laisser ma place. Et c'est une question qui reviendra parce que ça revient vraiment de façon cyclique. Je me dis aussi que si c'est quelqu'un d'autre que moi qui parle, quelqu'un d'une autre identité que moi, il y a peut-être une partie de l'auditoire qui n'écoutera plus et que du coup on risque de perdre ces gens qu'il est déjà tellement difficile d'accrocher. Ouais. Autant utiliser cet avantage pour faire la courte échelle vers d'autres podcasts féministes et faire grandir le gâteau, entre guillemets, en tout cas l'audience pour qu'on touche plus de monde, en fait, quoi. C'est ça. Pourquoi est-ce que toi, ça te tient à cœur de faire tout ça ? Moi, mon éducation n'a pas été spécialement féministe. Mes parents m'ont donné une éducation qui était très le bien et le mal. Voilà, il faut être poli avec tout le monde. C'était un peu ni de gauche ni de droite. Voilà, c'était pas très 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 marqué, pas très politisé. Mais il y avait l'idée que tout le monde méritait le respect. C'était ça vraiment l'idée principale de mon éducation. Quelque chose de l'ordre de l'empathie aussi. Et l'empathie qui est vraiment quelque chose
qu'on néglige, surtout en France, parce que autant il y a des pays où l'empathie c'est enseigné dès l'école primaire. Ah ouais? Ouais, en Scandinavie, il y a un reportage qu'on trouve sur YouTube sur des écoles au Danemark, je crois, où on apprend l'empathie. Il y a vraiment des heures dédiées à ça dans tous les emplois du temps de chaque semaine. En France, c'est fait de façon très ponctuelle. Je sais que mon fils qui est en CE2, il a une institut qui travaille là-dessus. Je trouve ça génial, mais c'est vraiment des initiatives individuelles. Ouais, bref, voilà, moi, on m'a quand même appris, je pense, l'empathie. Est-ce que j'en avais un peu plus que la moyenne de base, j'en sais rien, mais voilà, en tout cas, c'est un truc qui est important chez moi et que je sens en moi. Je me sens mal quand je vois des gens autour de moi qui vont mal, qui sont maltraités, qui sont méprisés. Alors, faut se méfier parce que ça peut vite conduire à avoir une sorte de syndrome du super-héros et de penser qu'on peut et qu'on doit sauver tout le monde, ce qui est pas forcément une bonne chose et puis ce qui est pas possible. Mais disons que ça m'a donné envie de petit à petit, il a fallu du temps, hein, j'ai 37 ans et il y a une douzaine d'années, j'en étais pas là du tout. Ça m'a donné envie de me pencher sur quels étaient les leviers, quels étaient les mécanismes qui faisaient qu'effectivement, même une femme blanche, plutôt aisée, etc., qui peut vivre dans la même ville que moi, avoir à peu près le même boulot, va pourtant avoir une vie quotidienne très différente de la mienne. Comment ça se faisait, d'où ça venait. Alors tout ça n'est pas venu de façon magique non plus, c'est venu parce que j'ai des amies femmes avec qui j'ai eu énormément de discussions depuis bien longtemps. J'ai été en couple pendant 10 ans avec quelqu'un qui m'a parlé de ces choses-là très très régulièrement, qui m'a ouvert les yeux. Enfin voilà, je dois à ça. Enfin, j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui m'ont ouvert les yeux sur ces sujets-là, sur le fait que tout était que la domination masculine était partout, que le fait que il y ait un système dominant à l'œuvre et qui soit parfois même invisible, c'était vachement important. C'est venu comme ça petit à petit, et donc l'idée, c'est que une fois qu'on commence à regarder le monde un peu comme ça, on a plus envie de le regarder autrement, et puis on a du mal aussi à se regarder dans la glace parce qu'on se dit mais je suis quand même le top du top des privilégiés, et donc qu'est-ce que je peux faire pour, à ma modeste échelle, contrebalancer ça, ou qu'est-ce que je peux faire au moins pour y réfléchir et pour aider les autres à y réfléchir aussi. Oui, parce que c'est la critique classique de quitter pour en parler, toi qui es ultra privilégié, et t'es là, faut pas le faire n'importe comment, mais c'est justement parce qu'on est privilégié, ou comme dans l'écologie, je sais pas, parce qu'on est dans un pays riche que on a plus de responsabilités et plus de pouvoir de faire changer les choses, quoi. Bah oui, comme c'est à nous, en fait, c'est à nous les hommes et tout de modifier nos comportements, c'est à nous d'y réfléchir en premier lieu. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est les femmes qui parlent le plus de féminisme, ce qui est à la fois normal et en même temps ce qui fait que c'est les hommes qui avancent le moins. Parce que le cœur du problème, c'est les mecs, quoi. Donc, les femmes, elles comprennent de mieux en mieux la domination masculine, elles savent de mieux en mieux comment y résister, mais les dominants, eux, ils bougent pas, parce qu'ils voient pas pourquoi ils bougeraient. Et donc il faut que les hommes, il y en ait de plus en plus qui mettent les neurones en route et qui réfléchissent et qui se disent que les choses sont vraiment pas normales, et que s'ils ont autour d'eux des femmes qu'ils aiment, que ce soit leur compagne, leur mère, leur fille ou des amis, etc. Et ce qui les révolte pour le cas de ces femmes-là, ça devrait les révolter pour le cas d'à peu près toutes les femmes dans le monde, et donc leur donner envie d'avancer, quoi. Et justement, c'est pour ça qu'on a besoin de contenu qui crée des brèches dans les esprits des mecs, parce que les femmes, elles sont bien conscientes qu'elles subissent du sexisme. Et justement, moi j'aime bien ton podcast parce que on se remet en question avec toi, ou pas d'ailleurs, mais au moins on s'interroge sur notre masculinité, ce qui est très rare en fait dans notre société. Et alors il faut savoir que tu es passionné de cinéma, tu as vu plus de 7000 films, ouais, j'avoue, je tiens le compte, ce qui est un peu nul. Et en plus tu les comptes, c'est trop drôle. Et donc ton podcast parle beaucoup de personnages connus comme le Joker ou Clint Eastwood pour justement illustrer ces questions de masculinité. Pour toi aujourd'hui, comment est-ce que le cinéma il représente les hommes? Alors, je pense que les choses sont en train de changer, même si c'est très lent, mais le cinéma déjà il mêle masculinité et virilité. Les hommes, la plupart du temps, en tout cas dans les grosses productions hollywoodiennes, mais pas que, les hommes c'est des malabars hyper testostéronés qui vont arriver à sauver le monde, et qui en général n'auront pas vraiment besoin des femmes pour ça, et pour qui les femmes seront juste des personnes qui auront juste une dimension esthétique ou d'agrément. Voilà. Alors évidemment, ça c'est très schématique ce que je décris, parce que il y a quand même une variété un peu plus grande que ça. Mais l'homme, quand même, par défaut, si vous demandez à n'importe quel spectateur ou spectatrice de cinéma de vous décrire le héros de cinéma type, ce sera un homme blanc, hétéro, surmusclé,
qui pleure jamais. Enfin voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la masculinité hégémonique. C'est vraiment cette idée d'avoir un surhomme en fait, que homme égale surhomme. Et c'est quelque chose auquel du coup tous les hommes, qu'ils le veuillent ou non, aspirent à imiter. C'est des concepts développés par la sociologue australienne Rewin Connell dans un livre qui s'appelle Masculinité au pluriel. Tout le monde a envie d'être Clint Eastwood ou John Wayne au fond de soi. Et que y a une lutte intérieure, une lutte interne à mener pour essayer d'enrayer ce processus, quoi. Parce qu'en même temps, on en a envie notamment parce qu'on a envie d'être aimé, tout simplement. Comme les femmes ont, entre guillemets, envie de ressembler à un corps de top modèle ou je sais pas, mais parce que tu as cette pression permanente, implicite ou explicite le nombre de commentaires que j'ai que t'es pas baraqué, de traiter d'homosexuel, de je sais pas quoi. Enfin, t'es là, mais ça a aucun rapport avec le sujet, en fait. On s'en bat les steaks et on peut pas forcément en vouloir aux gens de vouloir ressembler à cet idéal. Mais du coup, c'est comment est-ce qu'on déconstruit cet idéal pour le remplacer par un autre? Parce que les gens, ils ont juste envie d'être aimés et intégrés et de faire partie de la société, quoi. Ouais, voilà. Et en fait, toutes ces luttes et toutes ces réflexions féministes, elles pourraient aussi apporter énormément de choses positives aux hommes, parce qu'il y a tellement d'hommes qui s'enferment dans des rôles et qui en fait seraient vachement plus à l'aise dans des rôles moins virilisés, moins dans le pouvoir, mais qui osent pas se l'avouer ou qui se disent que de toute façon ils ont pas le choix parce qu'être un homme c'est ça. Il y a tellement d'hommes qui seraient vachement plus heureux s'ils pouvaient juste être qui ils sont au fond d'eux, quoi. C'est ça. Et il y a aucun souci à faire de la muscu comme un ouf Oui. si c'est ça que t'aimes Par et que tu te ailleurs, sens on bien peut, avec exactement. et que voilà, c'est une masculinité parmi d'autres. C'est ça. En fait, l'idée, c'est qu'il existe, qu'il puisse exister une multitude de masculinités, en fait, quasiment autant qu'il y a d'êtres humains, mais qu'il n'y en ait pas une qui soit plus valorisée que les autres, et qu'il n'y ait pas des masculinités qui, au contraire, soient totalement méprisées et qui, en plus, créent après des violences. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des apprentissages ou des pépites dans ton podcast que tu as envie de partager? Oui, alors moi, il y a un motif qui revient dans le podcast. Je l'ai un peu moins fait récemment, même si là, tout récemment, dans un épisode, je viens de revoir les 4 films Indiana Jones. Okay. Voilà, mais depuis le début, depuis l'épisode 1, il arrive régulièrement que je revois des films que j'avais adorés pendant l'enfance ou à l'adolescence. Ah oui. Et que je les regarde avec mon nouveau regard. Le drame. Et ça crée souvent un sentiment un peu d'effarement. On se dit, mais mince, comment j'ai pu idolâtrer à tel point tel héros ou tel film, alors que clairement, il y a des comportements qui, en tout cas maintenant, il est plus possible de les cautionner les yeux fermés, quoi. Indiana Jones, par exemple, là, c'est des films que j'ai vraiment, en plus, beaucoup vus. Et je me suis rendu compte que, notamment avec les femmes, c'est une catastrophe. On est dans la domination virile et physique. Les propos sexistes sont très réguliers. Pas de consentement. En fait, il y a une femme par film et elle est systématiquement très sexualisée, en tout cas dans les 3 premiers. Voilà. Ouais. Et donc moi, dès mon premier épisode de podcast, ça part de ça en fait. Je m'intéresse à un film qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle Buffalo 66 de Vincent Gallo. Okay. Que je tenais vraiment pour mon film préféré il y a encore quelques années. Et puis donc c'est l'histoire d'un type qui kidnappe une nana pour la faire passer pour sa fiancée auprès de ses parents parce qu'il n'a pas de fiancée et il a l'impression que ça va le faire passer pour un loser. Donc il la kidnappe, la première fille venue. Voilà. On n'est pas tous au même niveau de désespoir, quoi. Alors c'est un film merveilleux en termes de mise en scène, en termes de dialogue, il y a plein de choses qu'encore aujourd'hui j'aime beaucoup, hein, mais sur le fond, il la kidnappe et puis petit à petit, ce pauvre petit oiseau, parce que cet homme est vraiment, il va mal, il est inadapté socialement et tout, c'est elle qui va le prendre sous son aile, qui va prendre soin de lui, et à la fin, ils seront amoureux. Je spoil, mais voilà, le schéma du film, c'est ça. C'est très bien fait, c'est très beau, il y a 1000 trucs merveilleux sur la forme, mais sur le fond, c'est ça, et en fait, à la fin, ce type qui a kidnappé une nana devient un héros de comédie romantique. Et quand on regarde ça à travers le prisme du genre, on se dit, mais c'est pas possible, en fait. Je ne peux plus... C'est pas possible que ce soit mon film préféré. En tout cas, maintenant, il faut que même si ce film a encore une place un peu particulière dans mon cœur, parce que pour toutes les qualités qu'il peut avoir, je peux pas, en tout cas, considérer ce personnage comme un héros. Et donc voilà, régulièrement, il y a ça. Je l'ai fait un peu avec l'auberge espagnole, où le héros, clairement, a deux, trois moments, enfin, notamment un moment où on est dans le non-respect du consentement, par exemple. Où clairement, une fille dit non, et en fait, finalement, il insiste, et où il finit par avoir ce qu'il veut.
et où à l'époque, enfin, quand je dis à l'époque, c'était il y je a... me rappelle pas. C'est quoi la scène? C'est avec Judith Godrèche, qui est une expat à Barcelone, qui est une femme de chirurgien qui s'ennuie, donc elle lui fait visiter la ville. Okay. Et puis il aimerait bien se la taper, mais il sait pas trop comment. Il demande des conseils à son amie lesbienne qui est jouée par Cécile de France. Donc elle lui donne des cours de séduction et de voilà. Et puis et donc il les applique et ça marche. Et après il raconte à son amie que au début elle disait, c'est vraiment écrit comme ça dans le film. Elle disait non, non, non. Et puis en gros il explique qu'il a insisté, et puis qu'elle a fini par dire oui, oui. Voilà. Et c'est je me rappelle pas. Okay. La scène à l'époque, elle passe totalement comme une lettre à la poste. Et je pense que maintenant, si beaucoup d'entre vous la voient ou la revoient, vous verrez que c'est très 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 gênant, parce que clairement maintenant que le consentement est une notion qui est quand même plus sur le devant de la scène, qu'on essaye de l'enseigner même quasiment dès le plus jeune âge, on voit que là c'est pas possible. On a une femme qui dit non plusieurs fois, et puis finalement on va à l'encontre de ce qu'elle dit en fait. Parce que là, du coup, l'auberge espagnole, c'est clair que moi, c'est un des films que j'ai trop aimé. Mais moi, j'ai vu des tas de fois. Du coup, là, ça me refroidit. Mais c'est intéressant, et ça veut pas dire qu'il faut brûler ces œuvres-là, ça veut pas dire qu'il faut s'interdire de les revoir ou même de les aimer en partie. Non, ça veut pas dire c'est le fruit de leur époque aussi, quoi. Voilà, c'est ça, c'est le fruit de leur époque, et puis c'est important de les questionner, c'est plus important que de les mettre à la poubelle. Ouais, parce que pour revenir à 2 secondes quand même sur l'autre film dont tu parlais, c'est quoi, Autoroute 66 ? Non. Buffalo 66. Buffalo 66, pardon. Ouais, la morale est quand même aberrante si tu y penses 2 secondes. C'est, si t'es un mec, c'est ok de violenter une femme, potentiellement elle va tomber amoureuse de toi. Et inversement, le syndrome de Stockholm, tu vas tomber amoureuse de ton bourreau. Voilà, s'il y a un mec qui t'agresse, tu peux tomber amoureuse de lui, quoi. Enfin, ouais, c'est jamais remis en question. C'est accepté, c'est vraiment jamais remis en question. Quoi. Voilà, parce qu'encore une fois, il faut pas que parce que moi, c'est un reproche qu'on me fait parfois. On me dit oui, mais en fait, tu voudrais que dans tous les films et toutes les séries, les personnages soient extrêmement moraux. On peut plus avoir de méchants dans les films et les séries. Mais non, c'est pas ça. C'est juste qu'on peut pas. Moi, ça me gêne qu'un film puisse vraiment valoriser à 100% quelqu'un qui vraiment fait des trucs dégueulasses. Que au moins d'une façon ou d'une autre, par la mise en scène ou par l'écriture ou par voilà, il y a plein de façons. On nous tape au moins sur l'épaule en nous disant attends, ça déconne là. Il est possible que le sale type finisse avec la super nana à la fin, parce que c'est comme ça que ça se passe plein de fois dans la vraie vie, mais qu'on nous fasse pas passer ça pour un truc qui est totalement normal et trop romantique. Sinon du coup ça crée aussi une culture de je sais pas comment on dit, de la permission, de la permissivité, oui, où un mec qui sait qu'il va être impuni s'il fait de la merde, quoi. Et en fait les films s'inspirent de la vraie vie, mais inversement quand on va voir des films ou quand on regarde des séries, même quand c'est un divertissement pour lequel on a envie de dire je range mon cerveau au vestiaire et puis c'est un pur divertissement, et ben en fait non, on en ressort toujours avec quelque chose, et on en ressort avec souvent des stéréotypes renforcés, ou l'idée que tel type d'action est permis, et donc quand on a des héros problématiques très régulièrement, ça sème une mauvaise graine dans nos petites têtes, quoi. Est-ce que tu as des anecdotes ou des histoires à nous raconter de comment ton podcast a pu changer des choses dans la vie de tes auditeurs ou auditrices ? J'ai rien de très précis, mais on me raconte quand même un peu toujours, en tout cas, les mêmes scènes. C'est-à-dire que il y a quand même des femmes qui me disent, ça me fait bizarre de dire comme ça, mais bon, j'allais le dire comme ça. Il y a des femmes qui me disent merci parce que effectivement, en tout cas, ça a permis d'ouvrir la conversation avec leur mec, par exemple. Et plusieurs fois, on m'a raconté que comme mon podcast a des épisodes courts, ça dure en général un quart d'heure, c'était le truc que le couple mettait pendant la vaisselle. Parce que moi, si te file 1 heure pour écouter un podcast, le mec il va faire c'est ça. Donc vraiment, on m'a décrit plusieurs fois cette scène de l'un des deux qui lave les assiettes, l'autre qui les essuie, on écoute le truc et puis on en discute parce que on n'est pas d'accord, on s'écharpe un peu gentiment. Et puis voilà, il en reste quelque chose, et puis on en reparle le lendemain ou la semaine d'après, et puis voilà, on a lancé la conversation, on s'est rendu compte que sur ces sujets-là, on n'était pas forcément d'accord, mais qu'en tout cas il y avait beaucoup à en dire. Parce que le problème dans beaucoup de couples et dans beaucoup de familles, c'est qu'en fait, par exemple, la charge mentale ou ce genre de choses n'était pas du tout un sujet, ça n'existe pas. Et donc que déjà ça devienne un sujet, même si non, ça va pas tout régler en 2 secondes, pour moi c'est déjà énorme. Je me dis que vraiment, si je suis arrivé à m'infiltrer dans le quotidien d'une poignée de personnes et à faire changer les choses, en tout cas dans la tête de certains, c'est déjà beaucoup. Donc mesdames, lancez le podcast discrètement pendant la vaisselle. Ouais, c'est vrai que c'est trop bien, ça fait un élément déclencheur, un tremplin pour aborder ces discussions, parce que clairement c'est
c'est pas évident, puis c'est pas spontané, et puis tu penses pas à dire bon, ok, chérie, aujourd'hui, quand tu rentres du boulot, on prend 10 minutes pour parler du Bah consentement. voilà. D'un côté, c'est vrai qu'on peut se dire que les hommes n'ont pas grand chose à gagner au féminisme, parce que c'est nous les dominants et les privilégiés, euh, qui faisons moins de ménage à la maison, ou qui gagnons plus d'argent au travail, etc. Et de l'autre, toi, tu te dis quand même que le féminisme, ça t'a apporté la paix, que tu peux plus te regarder dans la glace le matin. Voilà. Est-ce que tu auras un message pour les hommes qui nous écoutent? Il y a beaucoup d'hommes qui réagissent de façon très épidermique à mes podcasts, par exemple, mais aussi à plein d'articles féministes et à plein de contenus féministes postés par des femmes, parce qu'ils ont l'impression qu'on va leur prendre une partie d'eux-mêmes, qu'on va leur prendre quelque chose, qu'on va les déviriliser, et sachant que pour eux c'est très 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 péjoratif, hein, ça ne peut pas être une bonne chose. Et alors il y a vraiment cette idée que en fait c'est des privilégiés, mais ils se rendent tellement pas compte qu'ils ont des privilèges parce qu'ils se sont jamais posé la question, tout ça, qu'ils ont l'impression qu'en fait on va leur prendre des acquis, qu'on va leur prendre vraiment, qu'on est à 50-50 déjà et qu'on va leur prendre des choses et que du coup le monde va être féminisé, ce qui encore une fois dans leur bouche est une chose absolument horrible. Moi, ce que j'aimerais leur expliquer, c'est que en essayant de faire un tout petit peu plus attention aux femmes ou aux personnes minorisées qui nous entourent, en fait, on perd rien. Enfin, au pire, on perdra un tout petit peu de salaire qui sera reversé à des gens qui le méritent autant que nous, du coup, pour des postes similaires. Ou voilà, mais on ne perd rien. On perd rien de soi. On peut continuer à être qui on est. On peut continuer à mener la même vie. Et puis aussi qu'on peut être tout à fait heureux et épanoui en étant un homme qui tâche d'être un allié féministe. Par ailleurs, j'ai 3 enfants dont je m'occupe beaucoup. Ça me prend du temps, ça me fatigue, voilà, mais tout comme ça fatigue des milliards de parents sur cette planète. Mais c'est pas pour ça que je me sens moins un homme, que je me sens moins viril ou que je me sens malheureux. Ça fait partie, d'ailleurs, voilà, si on a des enfants, c'est quand même pas mal de s'en occuper. En fait, c'est un principe tout simple et il me semble totalement c'est pas mal, illogique. c'est juste, C'est la base. C'était totalement ironique de ma part. Je comprends vraiment pas ce principe selon lequel les femmes ont compris ça, que quand on a des enfants, on s'en occupe, alors que pour beaucoup d'hommes, une fois qu'ils sont là et que au pire on leur assure un minimum de confort et voilà, on assure que financièrement ça fonctionne, qu'il n'y ait pas besoin de faire plus d'efforts. C'est quelque chose que je comprends pas. Et vraiment, on peut être, voilà, en tout cas, l'idée, pour résumer, c'est vraiment qu'on peut être tout à fait heureux en essayant d'être un homme un peu moins standard aux clichés qui sont véhiculés depuis si longtemps, quoi. Ouais. Et je pense, pour zoomer encore plus, qu'il y a aussi une grande partie de mecs qui sont dans une majorité silencieuse, et sûrement dans les mecs qui écoutent ce podcast notamment, qui, voilà, a priori, vous n'êtes pas des clichés virilistes, mais en même temps, vous n'êtes pas forcément ultra pro-féministe. Et moi, j'aimais beaucoup ce que disait Colline Charpentier, donc dans le tout premier Soif de sens sur la charge mentale, que, en fait, rétablir notamment l'égalité femmes-hommes dans son couple, essayer effectivement d'avoir des relations plus saines et moins de rapports de domination, c'est juste une forme d'amour, en fait. Et que si t'aimes vraiment, si t'es dans un couple hétéro, évidemment, si t'aimes vraiment ta partenaire, ou les autres femmes dans ta vie, que ce soit ta mère, ta sœur, tes amis, etc., tes collègues, en fait, c'est aussi prendre conscience de ce qu'on leur inflige, ou ce que la société leur inflige, et de se dire qu'on n'est pas OK avec ça. Et c'est ça qui aide aussi à avoir le courage de s'engager, ou en tout cas à aborder ces sujets-là plus souvent, quoi. Mais c'est ça. En fait, c'est pour ça que l'empathie est vraiment une des clés, parce que si les hommes étaient plus empathiques dans l'ensemble, quand ils rentraient, au moment de rentrer du boulot le soir, ils auraient beaucoup moins envie de poser leurs fesses dans le canapé en disant je suis fatigué, et de laisser leur femme continuer à tout faire, c'est-à-dire gérer les gosses, le dîner, la paperasse et tout le reste. Ils se rendraient juste compte qu'effectivement ils ont dans leur foyer quelqu'un qui est très fatigué, beaucoup plus que la plupart du temps, qui va pas très bien, qui demande de l'aide, mais qui va peut-être arrêter de demander de l'aide parce que ses demandes restaient sans réponse, et que voilà. Et donc effectivement, si on aime l'autre, a priori, hein, si on est en couple avec quelqu'un, c'est qu'on a envie aussi que cette personne soit heureuse et épanouie. On peut pas laisser les choses comme ça. Et peut-être que dans ton couple, effectivement, tu as l'impression que c'est pas le cas, parce que c'est pas du 80-20 où c'est la femme qui fait 80% du boulot. Mais peut-être que c'est que du 60-40, et que dans ta tête, c'est 50-50. Mais en fait, moi, c'était le cas, et on n'en avait pas forcément discuté. Et du coup, je me rendais pas compte qu'elle prenait une charge mentale plus importante que moi. Je parle souvent de l'exemple de la contraception, mais il y en a plein d'autres.
Et après, le but, c'est pas non plus forcément d'aller à 50-50, mais au moins de trouver les règles du jeu dans votre couple qui vous Oui, c'est correspondent, ça. quoi. Mais déjà, effectivement, le fait il y a la perception qui est très importante dans les sondages régulièrement. Il y a eu un sondage récemment sur les hommes déconstruits. D'ailleurs, j'ai fait un épisode à propos de ça parce que l'expression commence à être vraiment utilisée un petit peu n'importe comment. Oui. Mais en gros, l'idée, c'est que il y a des tas et des tas d'hommes qui pensent être déconstruits. Et quand on interroge, on va dire, leurs compagnes, le pourcentage est nettement plus bas. Elles sont nettement moins à dire qu'elles sont avec un homme déconstruit, même si elles sont déjà, je trouve, beaucoup pour ce genre de sondage. Et pour la répartition des tâches, c'est pareil. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent faire 50-50 ou presque, et quand on demande à leur compagne, mais le pourcentage devient ridicule. Donc déjà, l'idée, c'est d'essayer d'observer ces comportements. Et donc, et quand on les observe sur la charge mentale, on peut aussi après observer son rapport à l'humour, la façon dont on traite ses collègues de travail féminines. Et si on commence à remettre un peu tout en question, on se rend compte d'à quel point les choses sont différentes de ce qu'on pouvait croire au départ. Ouais, sur l'INSEE, je crois que les stats actuelles, c'est les mecs font 3/4 d'heure de travail domestique par jour et les femmes 1h30 ou 1h15. Ouais, c'est ça. Et donc c'est quasiment le double, quoi. Donc déjà, mais du coup, c'est aussi pour moi important de souligner le message que féministe, ça peut sembler être un mot qui fait peur, etc. Mais que c'est pas un truc qu'on n'est pas féministe, qu'on n'est pas pour l'égalité femmes-hommes et qu'on le devient au fur et à mesure, quoi. Ouais. T'as abordé très brièvement la question de l'humour et je trouve ça hyper intéressant justement. Comment est-ce que les mecs qui nous écoutent peuvent justement davantage se positionner selon toi sur les questions d'humour? L'humour lié au sexe est très 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 souvent sexiste. Il est très souvent tourné dans le même sens, il est très souvent donc misogyne. Quand il n'est pas misogyne, il est souvent homophobe. Il est rare qu'il y ait des blagues sexuelles qui parlent de mecs hétéros ou qui ne parlent que de ça. Donc déjà, quand on réfléchit à ça, on se rend compte qu'encore une fois, il n'y a pas du tout d'équilibre, il n'y a pas du tout de 50-50 là-dessus. Voilà, il faut prendre conscience que l'humour, il a des conséquences sur les personnes qui l'écoutent. Que la machine à café, la sacro-sainte machine à café qui est toujours l'exemple, alors qu'il n'y a pas toujours de machine à café, mais on va dire au travail, dans le cadre des pauses, etc., ou même, voilà. Les blagues faites par certains hommes, surtout si c'est des supérieurs hiérarchiques, elles vont avoir plein d'effets. Elles vont avoir l'effet de faire que les femmes vont se dire, bon, c'est pas drôle et c'est sexiste, mais je vais rire quand même parce que il faut que je me fasse bien voir. Et du coup, les voyant rire, tous les autres hommes de l'assemblée vont penser que elles rigolent à ce genre de blague et que donc c'est open bar, elles aiment bien ça et que même elles demandent que ça, peut-être même qu'elles demandent pire et peut-être qu'elles demandent que ça d'être vraiment infériorisées, dominées. Il y a plein de systèmes comme ça qui se mettent en place juste sur la base de l'humour au départ. Voilà, il faut s'interroger là-dessus et puis il faut au bout d'un moment, si on est un peu convaincu de ce genre de choses, il faut pas hésiter à intervenir. On n'est pas obligé d'intervenir de façon très virulente, agressive, la fleur au fusil au départ. Mais on peut, de façon bienveillante, faire remarquer que telle blague est un peu déplacée dans tel cadre, ou que peut-être telle blague a peut-être mis mal à l'aise la pauvre stagiaire qui avait rien demandé et qui l'a entendu. Ou alors, des fois, si la blague est clairement sexiste ou clairement raciste ou homophobe, faire remarquer que ça l'est, et que en plus, encore une fois, le racisme est pas une opinion, c'est un délit. Oui, parenthèse, c'est puni par la loi. Hein, donc voilà, c'est ça. Donc, j'ai oublié de citer la transphobie parce que les blagues transphobes, il y en a à tire-larigot un peu partout. Faire remarquer ça. Et puis, la peur qu'on a en général, c'est de passer effectivement pour les rabat-joie, les empêcheurs de tourner en rond. Mais en fait, si on approfondit la réflexion, est-ce que c'est si grave de passer pour un rabat-joie, un empêcheur de tourner en rond auprès de gens dont les principaux moyens d'expression sont justement les oppressions? Moi, je me suis fâché avec certains collègues ou certains proches, où certains ont pris leur distance de moi quand ils avaient pas envie qu'il y ait un conflit, mais en tout cas ils se sont juste éloignés parce que j'avais pu faire des remarques là-dessus notamment. Et en fait, est-ce que j'y ai perdu quelque chose? Bah non. J'ai rien perdu. Par contre, j'ai exprimé au moins une fois ce que je pensais. J'espère que d'autres l'auront fait aussi et que ça aura contribué à planter une graine dans la tête de ces chers messieurs. Donc voilà, faut pas hésiter à intervenir, faut pas hésiter à dire que telle blague est vraiment limite. Ouais, il y a plein de façons de le faire. Potes, quoi. Voilà, surtout à vos potes, sachant que il y a des femmes qui maintenant osent plus le faire, mais il y en a encore plein qui ne vont pas oser, et je les blâme pas, hein, c'est parce qu'elles ne peuvent pas, parce que pour elles les conséquences seront en général plus fortes.
Et puis pareil, Donc, c'est plus facile de prendre la défense d'une femme quand t'es un mec que quand t'es une femme, quoi. Voilà. Donc il faut pas hésiter. Et puis en fait, abandonner l'humour sexiste, ben en fait, ça permet d'essayer d'explorer d'autres formes d'humour. En fait, on se rend compte qu'on peut être marrant et faire des blagues sans forcément passer toujours par cette case-là. Après, on se rend compte aussi que des fois, on a fait une blague et on la pensait pas sexiste et en fait, elle l'était. Après, on est tout de suite un peu plus dans le détail, mais c'est intéressant. Enfin, en fait, c'est vraiment un travail là aussi qui est jamais terminé. Et donc à nous de voir ce qu'on veut que les gens en tirent de notre humour, quoi. Ce qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'en tant que mec féministe, tu te fais littéralement harceler. Donc en ligne, c'est des montagnes d'insultes sur Twitter ou YouTube. Il y en a même qui ont fait livrer plusieurs fois chez toi des pizzas alors que tu n'avais rien commandé, par exemple. Donc, c'est quand même très... Enfin, tu te sens même plus en sécurité chez toi, quoi. Pourquoi est-ce qu'on te harcèle ? Alors d'abord, je voudrais juste dire que oui, en fait, je pense que ça s'apparente à du harcèlement si on compte en termes de quantité, si on se rapporte à la loi tout simplement. Moi, je me sens pas harcelé au quotidien, je vais très bien parce que en fait, sauf en de très très rares exceptions, je fais pas l'objet de menaces, contrairement aux militantes qui elles sont souvent font l'objet de menaces de viol, voire de meurtre. Enfin, moi, il est très 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 rare qu'il y ait des appels à la violence physique, par exemple. Le harcèlement peut tout à fait se passer de ça et on n'a pas besoin de menacer physiquement les gens pour les harceler. Mais bref, moi en tout cas, je vais maintenant assez peu voir les commentaires. Je sais à quels endroits il faut pas aller voir. Je sais que ça ne m'apportera rien. Je sais que les avis positifs des gens qui comptent pour moi sont éminemment plus importants que tout ça. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de militants et militantes, femmes, noires, trans, qui vivent bien plus des choses bien plus difficiles, bien plus violentes que moi. Et donc ça me permet aussi de remettre un peu en perspective. Pourquoi, en tout cas, il y a des gens qui se permettent d'émettre sans arrêt des commentaires à mon égard, des commentaires qui sont quand même parfois assez violents verbalement, c'est parce que je fais partie de ces gens qui remettent en cause l'essence même de ce que ces hommes sont. Ils se sentent attaqués dans leur virilité, dans leur masculinité. Ils ont l'impression que moi je me dévalue, que je suis en train de devenir ou que je suis devenu depuis bien longtemps une sorte de sous-homme qui se fait piétiner. Je cite qui se fait piétiner par les femmes. Je suis un homme soja, qui est une expression qu'ils aiment beaucoup parce que en plus surtout quand on est en plus végétarien, c'est une catastrophe. On est vraiment on est un dominé de chez dominé. Ils ont l'impression, en fait, certains ont sincèrement de la peine pour moi, je crois. Enfin, c'est même sûr parce que j'ai régulièrement des messages sur les réseaux sociaux, des messages privés d'hommes qui ont l'air extrêmement bienveillants et qui veulent me sauver. Qui veulent me sauver des griffes des horribles féministes et qui veulent vraiment me proposer d'aller boire un verre et qu'on discute. Bon, il y a peut-être un ou deux gâte-apens cachés là-dedans, mais pour beaucoup, je pense que c'est sincère. C'est de me dire, mais mec, tu déconnes complètement. Ça, je connais pas. Tu te fais posséder par le système. Viens, on va te remettre un peu les idées en place et tu vas revenir avec nous. Et tu veux plus de justice et préserver la biodiversité, mais ça va pas là dans ta tête. C'est ça. Quoi ? Mais oui, mais parce que ces gens sont confortablement installés dans leur existence et ils ont l'impression qu'on fait pas attention à leur douleur quand ils en ont, parce qu'évidemment tout le monde souffre à un moment ou à un autre de sa vie. Ils ont l'impression qu'ils sont pas écoutés, qu'ils sont pas pris au sérieux, et donc ils se disent mais pourquoi il y a que les femmes pourquoi il y a que les personnes de certaines minorités qu'on écoute et dont on prend en compte les souffrances, c'est pas juste. Donc il faut que tous les hommes se rendent compte de ça et que les hommes se battent pour les droits des hommes en fait. Et donc ces hommes pensent être dans une forme de résistance, vraiment face au wokisme, le fameux wokisme qui a été brandi par plusieurs candidats et candidates à l'élection présidentielle, face à la bien-pensance, face à tout ça. Et qu'est-ce que tu réponds aux critiques des masculinistes ? Par exemple, j'ai souvent des commentaires sur les vidéos que y a plus d'hommes en prison que de femmes, que c'est majoritairement des hommes qui font la guerre, par exemple en ce moment en Ukraine, ou qu'il y a plus de suicides d'hommes, etc. Pourquoi, par exemple, il y a plus d'hommes qui se suicident ? C'est parce que les hommes, quand ils vont mal, au lieu d'aller consulter des psys, par exemple, au lieu d'en parler autour d'eux, tout simplement, parce qu'il n'y a même pas forcément besoin d'aller jusqu'à la case psy dans un premier temps, en tout cas, ils vont préférer utiliser ce qui manie le mieux, c'est-à-dire la violence, y compris la violence contre eux-mêmes. Et vraiment, ça a été analysé, décortiqué. Les hommes tentent plus de se suicider parce que la violence, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent mieux que les mots.
Et par ailleurs, ils réussissent beaucoup plus que les femmes parce que ils savent utiliser beaucoup plus que les femmes, notamment certaines armes à feu. Voilà, donc en fait, ils se battent avec leurs propres armes, sans mauvais jeu de mots. Ouais. Et donc, pour si je caricature, c'est vraiment caricatural, mais voilà, si on autorisait plus les mecs à pleurer, potentiellement ça sauverait quelques vies, quoi. Mais oui, mais évidemment, j'ai pas de chiffres à avancer, mais si les hommes allaient plus voir des psys, et ils sont encore très peu nombreux à l'heure actuelle, il y en a sans doute une bonne partie qui se sauverait et qui, en tout cas, n'irait pas jusqu'au suicide. Et au niveau de la prison, je pense qu'il y a énormément d'hommes qui, s'ils passaient pas par la case violence, s'ils se rendaient compte qu'il y a d'autres façons parfois d'exprimer des choses ou de s'en sortir, là aussi, il y aurait peut-être beaucoup moins d'hommes en prison. Voilà, tous ces arguments-là, ils nécessitent d'être affinés. Évidemment, là, on est dans un temps court, et puis moi, je maîtrise pas totalement, pleinement chacune des réponses. Et en fait, il faudrait. Mais il y a vraiment cette idée-là. Et effectivement, sur la question de pourquoi il y a plus d'hommes qui vont à la guerre, j'ai encore plus de mal à répondre. Mais c'est parce que à la base, le système guerrier, il est masculin. Ça a été décidé. Et donc, maintenant, on perpétue ça. Donc, les hommes sont un peu de nouveau les victimes du système qu'ils ont eux-mêmes ou que leurs ancêtres ont mis en place. C'est ça qui me dérange avec ces statistiques, c'est que ça fait genre non mais les hommes sont des victimes aussi. Bah oui, évidemment, depuis le début, c'est pas les femmes contre les hommes, c'est le patriarcat. Toi, qu'est-ce que t'as changé concrètement dans ta vie en devenant féministe? J'ai du mal à le dire parce que tout ça est assez progressif, et puis au-delà des tweets absolument dégueulasses, j'ai l'impression que j'étais pas totalement nul au départ, même si encore une fois la perception qu'on a de soi-même, il faut s'en méfier. Je sais pas, par rapport à tes enfants par exemple. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai des enfants, ma fille est née à un peu plus de 11 ans. Je sais qu'en tout cas mon parcours féministe, il a eu une influence sur l'éducation de mes enfants, c'est-à-dire mes enfants savent que je suis très ouvert au dialogue, et que je le suis autant que leur mère en tout cas, et que donc ils ont vraiment deux personnes à qui ils peuvent exprimer leurs craintes, leurs doutes, le truc flippant qu'ils ont vécu à l'école, parce que malheureusement ça arrive, voilà. Ouais. Et puis comme voilà, à force, j'ai aussi compris que les questions de genre, les inégalités, ça commençait très très tôt. Il y a même des gens qui disent et qui le démontrent que ça commence même dans le ventre de la mère. Bah oui, enfin avec l'idée que qu'on est déjà en train de parler d'un petit garçon vigoureux qui va sortir du ventre, et que si le ventre est en avant, c'est un garçon parce qu'il est très offensif, et que sinon ce sera une petite princesse. Enfin, en tout cas dans le traitement qu'on inflige aux bébés et du coup à leurs parents. Mais en tout cas dès l'école maternelle, clairement, on est déjà en train de pousser les petits garçons à jouer aux voitures. Même le premier jour d'école, c'est frappant. Et les petites filles à aller plutôt vers le coin cuisine, ça je l'ai vraiment vu. Et puis ensuite, on a effectivement les garçons qui soulèvent les jupes des filles, et même certains instituts en rigolent en disant que ça passera. Et en fait, non, ça passera pas, c'est que le début. Ça veut pas dire que ces petits garçons doivent être condamnés et mis en prison, évidemment. Ça veut juste dire que si on n'a pas une discussion avec eux dès maintenant, bah dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, il sera trop tard, et ils auront l'impression qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi avec les filles. Donc en tout cas, ça m'a appris à être vigilant sur à peu près tout. J'ai 2 filles et un fils, donc ça m'a aussi permis de voir un peu les deux aspects. C'est-à-dire que par ailleurs, mon fils, on essaye, parce que encore une fois, je suis pas tout seul. On essaye de mettre toutes les chances de notre côté et de son côté pour qu'il soit pas un petit oppresseur sur pattes, même si on n'a pas toutes les cartes en main, parce que il y a l'influence de l'école, de la société, tout ça. Nous, on essaie de donner une éducation qui soit vraiment égalitaire. C'est-à-dire qu'en fait, nos 3 enfants aient les mêmes droits, les mêmes devoirs, que ce soit même de sortir dans la rue, etc., que ce soit une fille ou un garçon ne joue pas sur notre décision, et en même temps de leur faire prendre conscience que, de par leur genre, assigné à la naissance en tout cas, ils vont pas forcément vivre les mêmes choses, et que du coup, il faut apprendre à en avoir conscience. Donc, c'est vachement intéressant à ce niveau-là. Et puis je pense que même si j'ai toujours fait une part des tâches ménagères, on va dire, je pense que par exemple en termes de charge mentale, je peux dire vraiment sans rougir que maintenant, en plus maintenant pour raconter ma vie, je suis séparé depuis un peu plus d'1 an, et donc évidemment là les choses sont différentes, mais même avant, j'ai essayé d'en faire beaucoup, histoire que la personne avec qui je vivais à l'époque puisse notamment favoriser son travail dans les périodes où c'était nécessaire et important pour elle,
voilà, en tout cas, de me dire, je ne voulais pas être cet homme qui perpétue les stéréotypes masculins à son domicile. Et j'espère que j'y suis en partie arrivé. Merci Thomas. Filez vous abonner à son podcast Mansplaining. Si tu veux plus d'épisodes badass sur le féminisme, je te conseille les épisodes sur le sexisme et comment les femmes reprendre le pouvoir avec Lorraine Bastide de La Poudre et celui évidemment avec Caroline Dehaas de Nous Toutes. Merci Thomas, ciao tout le monde. Merci Pierre.